troisième escapade de cette émission, c'est bien sûr Junior d'Afrique. Je suis déjà avec la belle voix, la voix authentique. Hein. C'est la présidente des petits corps du Bénin. Vanessa Zanou, bonjour. Bonjour Harim, bonjour à vous chers téléspectateurs. J'espère que tout le monde se porte bien. En tout cas, moi je vais super bien. On se porte bien. Je vois un mariage entre votre la couleur de votre robe et... Bien sûr. Ça, c'est bien. Merci. C'est un mariage heureux. Alors, donc, aujourd'hui, on va parler sur ce plateau de protection des enfants, le combat des parents contre les vidéos obscènes en ligne. Bien sûr. Voilà, ce que les réseaux sociaux ont créé. Et tout, on va en parler. Mais avant, le bulletin. Faire le bulletin d'information. Voilà. Et déjà, je souhaite la bienvenue à toutes ces personnes-là qui nous suivent. La mission de terrain de suivi des activités de l'UNICEF au Bénin dans le cadre du programme d'appui à la qualité de l'éducation PAC financé par la coopération suisse a débuté la semaine dernière à Abomey avec une première réunion de travail avec le directeur départemental des enseignements secondaires, techniques et professionnels du ZOU. Ensuite, la mission s'est entretenue avec le directeur départemental des enseignements maternelle et primaire du ZOU pour discuter des défis liés à la qualité de l'éducation dans ce département. Au Madagascar, le 21 février 2024, le projet STSR et le Forum Égalité Genre ont organisé une table ronde pour discuter de l'alignement de l'éducation sexuelle avec les lois sur la santé reproductive des jeunes. L'objectif était de concilier de manière efficace les aspects éducatifs et législatifs dans le but de promouvoir une éducation sexuelle complète pour tous les jeunes malgaches. Cela permettrait de réduire les grossesses non désirées et précoces, tout en favorisant le développement de jeunes adultes en bonne santé et responsables. Au Maroc, le ministère de l'Éducation nationale a publié les cadres de référence actualisés des examens certifiants du cycle primaire, collégial et secondaire qualifiant. Cette mise à jour fait suite à la révision des programmes scolaires qui visent à rattraper les cours manqués en raison des grèves des enseignements. Selon un communiqué du ministère, ce document vise à encadrer l'adaptation des programmes scolaires, la gestion des acquis pédagogiques et l'optimisation de l'emploi du temps des écoles. Au total, le document comprend 88 cadres de référence, dont 5 concernant l'examen de fin des études primaires, 12 pour l'examen régional du cycle collégial, 14 pour les examens de premier niveau de baccalauréat et 57 pour le diplôme de baccalauréat. Et puis ce sera tout pour le bulletin d'information. Merci. Alors, merci, c'est nous qui vous remercions, Vanessa Zanou, pour cette belle randonnée informative. Alors, on reste toujours avec vous pour la deuxième manche. Vous savez très bien, Harim, que la protection des enfants est devenue aujourd'hui une préoccupation majeure pour de nombreux parents face à la prolifération de contenus obscènes en ligne. Et surtout avec l'avènement de l'Internet et des plateformes de partage de vidéos, les parents sont confrontés à un nouveau défi dans leur combat pour préserver l'innocence et la sécurité de leurs enfants. Et c'est bien sûr pour cela qu'aujourd'hui nous avons décidé de parler avec nos invités de la protection des enfants, le combat des parents contre les vidéos obscènes en ligne. Je suis avec Augustin Espedi-Vako, sociologue, et puis Cédric Ouedraogo, consultant système informatique et réseau, promoteur de la start-up SpeedTech. C'est bien ça? Tout à fait. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ça va super bien. D'accord. Ravi de vous avoir sur le plateau. Déjà, je vais commencer par Monsieur Augustin Espedi-Vako. Quelle est votre définition des vidéos obscènes et en quoi diffère-t-elle de la sexualité saine? Merci beaucoup pour la question. Je crois que parlant de vidéos obscènes, vous voulez mettre l'accent sur la pornographie, pour être plus explicite. Bien sûr. Alors, quand on prend le sujet d'emblée de ce côté, j'aimerais ne pas le limiter à des vidéos. Parce que pour moi, tout ce qui est obscène fait référence peut-être à un geste.
à une image, à un son, et bien évidemment à la vidéo qui est beaucoup plus répandue et qui ont tendance à susciter l'envie ou à exciter sexuellement. Déjà, Monsieur Cédric Ouédraogo, pour vous, quels sont les risques spécifiques que ces vidéos obscènes en ligne peuvent poser aux mineurs? Ok, d'accord, merci pour la question. Déjà, comme mon collègue l'a dit, la pornographie, de façon générale, ce sont des représentations en fait à caractère, que ce soit vidéo ou image, d'actes, pour ne pas dire d'activités en fait sexuelles, et dans le but surtout d'exciter en fait et le corps, surtout avec tout ce qui est en rapport avec l'acte sexuel en fait. Maintenant, quand nous parlons beaucoup plus parce que je voudrais, si cela ne vous dérange pas, essayer de revenir un peu par rapport au second volet. Allez-y. Justement, par rapport au second volet, puisque le second volet parlait notamment de quelle est la différence en fait entre la pornographie et l'acte sexuel sain, comme on le dit souvent. Bon, déjà, dans un premier temps, il faut savoir que la pornographie, généralement, c'est... Oh, chers amis, j'ai envie qu'on revoie le thème là. Oui. Parlons plutôt de vidéos obscènes. Nous sommes à la télé, la pornographie, ça choque. Ça choque. Certaines personnes, la sensibilité de certaines personnes. Mais il faut quand même... Appeler les choses par le nom. Justement, il faut quand même l'aborder. N'y allez pas un peu à fond, quoi. Non, il n'y a pas de souci. Allez-y. D'accord, donc comme je le disais, généralement, les vidéos obscènes, comme vous l'avez précisé, les vidéos obscènes, justement, ça passe. D'accord. Donc, généralement, les vidéos obscènes, en fait, sont généralement représentées de manière extravagante, pour ne pas dire sont généralement des fantasmes, en fait. Donc, c'est ça qui fait la différence entre la sexualité saine avec les vidéos obscènes. Parce que généralement, au niveau des vidéos obscènes, on a tendance à faire du fantasme et parfois même des scènes irréalistes. Mais que beaucoup de personnes, lorsqu'ils n'ont pas cette connaissance, pensent que ce sont des trucs qu'on peut réaliser dans la vie active. Justement, qu'on peut réaliser dans la vie active. Et c'est en cela que ça apporte également des conséquences, dans le sens où non seulement la personne a une perception irréaliste de ce que doit être normalement en fait le rapport sexuel, justement la personne a une perception différente et non seulement ça apporte une façon de, qu'est-ce que je vais dire, beaucoup plus de l'irréalisme, mais aussi il faut reconnaître que ça apporte une sorte de, le mot m'échappe en fait, le mot, donc on va pas trop forcer également. C'est sûr qu'on va y revenir, mais en attendant, je voudrais bien demander à M. Vako, quels sont les signes qui indiquent qu'un enfant a été exposé à ces genres de vidéos en ligne? Merci beaucoup. Je pense que d'abord, ces vidéos ne sont pas destinées aux enfants. C'est pour ça, bien souvent, on dit moins de 18 ans n'a pas droit à ça. Nous avons des enfants têtus, Oui, bien évidemment. Donc, quand un enfant... Mais ça, c'est quand on est à la télé. Quand on est à la télé qu'on parle de moins de 18 ans ou de moins de 16 ans. Mais quand l'enfant est au contact, doit être au contact sur son smartphone, par exemple, il n'y a pas de 18, moins de 18 ans, il n'y a pas de moins de 16 ans. Normalement, la réglementation l'impose. Et normalement, pour accéder à ces sites où ces vidéos sont régulièrement mises en ligne, ils demandent si vous avez 18 ans. Mais les enfants contournent cette règle-là en disant oui. Le problème, c'est qu'une fois que vous accédez à ces vidéos, l'image reste ancrée dans votre tête. Donc, quand l'enfant n'était pas préparé à ce genre de scène auparavant, il reçoit un traumatisme, il est choqué. Et ça peut biaiser sa façon de voir la sexualité. Il peut, par exemple, si c'est une femme ou bien une jeune fille, il peut avoir du dédain pour l'acte sexuel. Alors que ce n'est pas l'acte sexuel qu'il faut réprimer, mais les comportements qui se trouvent dans ce genre de vidéos-là. Et du coup, l'enfant, il grandit plus tard sans être épanoui sur le plan sexuel. Et du côté sociologique, quand l'enfant n'est pas épanoui, c'est la famille qui n'est pas épanouie. C'est clair. Si c'est un garçon,
le garçon, il grandit en banalisant la femme comme étant genre une chose, quelque chose avec lequel on peut s'amuser. Et soit il commence par bondir de femme en femme, et vous voyez toutes les conséquences que ça peut engendrer. Du coup, nous avons plus tard des familles qui ne sont pas stables. Parce que l'homme veut des choses que la femme ne peut pas lui donner. Et la femme aussi qui est peut-être accro à ces vidéos, aimerait essayer des choses que son homme innocent ne peut pas faire. Parce que ce qu'on observe dans ces vidéos-là, ne sont pas forcément naturels. C'est des gens qui se daubent, qui prennent des choses, des substances, et qui ne sont pas dans leur état normal avant de réaliser ces vidéos. Et donc, les familles sont brisées. Et quand la famille est brisée, c'est la société. Quand la société, c'est le pays. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Ouedraogo, quelles sont les mesures concrètes que les parents peuvent-ils prendre pour quand même protéger ces enfants-là contre ces vidéos? D'accord. Déjà, en termes de réglementation, je vais parler d'abord de réglementation avant de revenir. Déjà, en termes de réglementation, c'est vrai qu'il y a des réglementations qui amènent les sites pornographiques à empêcher l'utilisation de ces différents sites par les mineurs. Mais nous savons tous que ce sont des réglementations qui ne sont réellement pas respectées. Parce que même si je suis mineur et que je vais sur un site pornographique, comme mon collègue le disait, en réalité, on vous demande si vous êtes mineur ou pas. Mais dès lors que vous cliquez, vous dites que vous n'êtes pas mineur. C'est fini. C'est fini. Justement. C'est fini. Donc, c'est déjà un problème qu'il faut régler de ce côté. Maintenant, lorsque nous parlons de la protection des parents, dans un premier temps, il faut essayer de mettre en place ce que nous appelons les systèmes de contrôle parental. Ce sont généralement soit des applications ou soit des paramètres. Généralement, la plupart des constructeurs de téléphones ou d'ordinateurs ont ces paramètres par défaut intégrés, pour permettre à ce que les parents puissent les paramétrer et contrôler non seulement les sites qui doivent être visités par leurs enfants, justement les sites qui doivent être visités par leurs enfants, ça c'est le premier niveau. Ensuite, quel est le temps que l'enfant doit passer également sur l'appareil en question, justement. Maintenant, il faut également initier la communication et surtout l'éducation sexuelle. Et une éducation sexuelle vraiment saine et également une communication entre le parent et l'enfant. Parce que je mets souvent l'accent sur la communication parce que il ne sert à rien de dire à quelqu'un que ce n'est pas bon si vous ne lui dites pas la raison pour laquelle ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, justement. Donc, il faut initier également cette communication pour pouvoir amener l'enfant à mieux comprendre les conséquences de son acte et le permettre de pouvoir également faire le choix. Parce que si vous l'expliquez réellement le pourquoi, la personne est en mesure de vraiment ne pas le faire. Là, vous êtes en train de numérer les mesures que les parents peuvent prendre pour lutter, pour protéger les enfants contre ces images, ces contenus obscènes. Alors, le garçon ou la jeune fille qui a son téléphone, téléphone à l'insu de ses parents, qui met en marche son téléphone quand tout le monde dort, quand il sait que papa dort déjà, maman dort déjà, et il met ça en marche par exemple. Le parent ne saura pas. Qu'est-ce que le parent peut faire dans ces cas de figure? Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, justement. En fait, avant de... Je vais d'abord écouter le sociologue sur la question, très rapidement, parce qu'on nous fait déjà la main de l'autre côté. Ok, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. En fait, les mesures dont mon ami a parlé, c'est des mesures qui existent. Mais l'enfant, c'est d'abord un être social. Ce n'est pas une machine qu'il faut programmer avec des interdictions. Et quand vous êtes dans l'enfance, il y a cette curiosité-là qui est innée en vous. Et souvent, c'est ce qu'on interdit à l'enfant qu'il cherche à aller découvrir. Voilà, curiosité. À partir du moment où vous lui laissez l'appareil, vous mettez des interdictions, des blocages, des filtrages, tout ce qui existe. C'est ça qui va titiller sa curiosité. Il va chercher à aller voir. C'est pour ça que nous, on recommande de lever tous les tabous sur le sujet. Il faut que parents et enfants puissent s'asseoir et parler de la sexualité. Correctement. Mais là encore, il y a un équilibre à respecter. Parce que l'enfant doit assimiler les choses selon l'âge qu'il a. En fonction de son âge actuel, qu'est-ce qu'on peut lui parler de la sexualité? Parce que si vous ne le faites pas,
quand il sortira au dehors, la rue va l'enseigner, tout à fait. Et je ne pense pas qu'un parent conscient voudrait laisser la rue enseigner son enfant à sa place. sur la sexualité. C'est clair. Donc, s'il n'y a pas ce débat-là ouvert qui est entre parents et enfants, on ne peut jamais réussir. Parce que les contrôles sont là, mais ils vont sortir, prendre l'appareil d'un camarade qui n'a pas ces contrôles. Ou même sur Internet, tu navigues sur WhatsApp. Tu parles avec des amis, ils vont t'envoyer des images à caractère sexuel ou des messages à caractère sexuel. Il y a même le réseau là, le réseau social là, je veux parler de TikTok, qui à la base a été inventé pour le commerce, les échanges commerciaux et autres. Mais les Chinois même qui l'ont créé, ont pris des mesures. Justement. Et il y a le TikTok pour enfants. Bien sûr. Et ici, nous n'avons pas le TikTok pour enfants. Il n'y a même pas de réglementation, comme on en a parlé. Il n'y en a pas. Et malheureusement, les enfants ont accès à tout. Il suffit d'avoir un forfait de 100 francs. Vous allez sur, vous connectez, vous avez accès à toutes ces images-là. Et qui détruisent les enfants. Donc, on a aussi besoin que les créateurs de contenu ou les créateurs de réseaux sociaux et autres puissent nous aider également dans cette lutte. Je vous laisse. Bien sûr. Et je pense que vous avez déjà clôturé. Il y a Christelle qui nous fait déjà la main de là-bas. Est-ce que c'est permis encore de faire une petite minute, un mot de la fin, histoire de conseiller quand même les parents? Voilà, merci beaucoup Christelle. Déjà, ce sera votre mot de la fin. Quel conseil donneriez-vous à ces parents qui constatent que leurs enfants sont exposés à ces genres de vidéos, rapidement? Souvent, chez nous, on a l'habitude de brimer, de taper l'enfant. Mais on va procéder autrement. La communication et encore la communication. Toujours la communication. Et montrer à l'enfant que peut-être qu'il n'est pas le premier à le faire. Peut-être que nous-mêmes, on a eu à passer par là. En lui montrant que nous aussi, on a eu à regarder la pornographie, ça a eu ses effets sur nous. Voici comment on a géré. L'enfant se sent plus en confiance, sachant que ce n'est pas lui ce n'est pas lui qui a commis le plus grand péché du monde, mais qui peut être aidé par son parent. Super, merci beaucoup Cédric. Merci. Je voudrais juste aussi dire qu'il faut que les parents aussi soient des modèles pour ces enfants en question. Il faut que les parents soient des modèles. Et comme mon collègue l'a dit, au-delà de tout ce qu'on peut mettre comme barrière, il faut privilégier la communication et la communication. D'accord, merci beaucoup. La lutte contre les vidéos obscènes en ligne, c'est devenu l'affaire de tous. Donc, on va y travailler convenablement pour quand même protéger ces enfants-là contre ces genres de vidéos. Protection des enfants, le combat des parents contre les vidéos obscènes en ligne, c'était le thème de ce jour avec Augustin Espedivaco, sociologue, et Cédric Ouedraogo, consultant système informatique et réseau, promoteur de la start-up Speedtech. Merci pour votre attention et à mardi prochain. Alors, avant mardi prochain, il y a le dernier virage de cette émission, bien sûr, Kiff numérique avec le pasteur, monsieur le pasteur. Il est présent. La choriste. Alors, donc on va les retrouver tout de suite après ceci.